Ferrante Ferranti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes photographe voyageur. Vous fixez des instants éphémères comme pour retenir les ombres et la lumière. Est-ce une manière de rendre plus intense la découverte d'autres horizons? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord cette confrontation entre finalement cette lumière qui est essentielle pour le photographe, puisque le photographe est un écrivain de lumière, photos, graphite. Et il y a aussi la notion d'instant décisif. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas toujours associées dans la photographie. Mais je crois que ça correspond à la quête profonde du photographe. C'est-à-dire déjà le fait, je me dis tout le temps, le fait de sortir avec un appareil photo. Alors, le voyage, évidemment, est une condition idéale pour sortir de soi, pour aller à la découverte du reste, à la découverte du monde, de nouvelles cultures et des pays dont on a longtemps rêvé parfois. Mais je crois que cette dynamique-là est essentielle. Et quand la lumière s'en mêle, quand il y a des vraies rencontres où finalement les ténèbres s'illuminent et que on capte un instant qui va avoir une portée fondamentale dans votre regard, dans votre vie, qui va sceller un instant qui parfois ne se renouvellera pas. On a ce sentiment que on n'est pas là par hasard et que c'est finalement une rencontre. La rencontre, c'est de pouvoir garder cette trace. Alors, il y a une question aussi fondamentale, c'est que quand vous faites des photos pour vous, vous ne pouvez pas savoir, comme un écrivain, vous ne pouvez pas savoir qui sera la personne qui la verra. Donc, c'est avant tout quelque chose que l'on fixe pour soi, dans l'espoir, dans l'attente, dans la perspective que quelqu'un va ressentir les mêmes énergies. Mais je crois que c'est une utopie, parce que l'instant, pour ce qu'il est en soi, nous conduit à un élan extrêmement personnel, extrêmement subjectif, et qui parfois ne peut pas avoir d'écho chez l'autre. En revanche, des personnes vont créer ce qui est pour moi la notion essentielle dans la photographie, ce que j'appelle la résonance. Voilà, il faut que une image, comme un poème, comme un mot, je donne beaucoup d'importance à la littérature dans mon travail, puisse trouver un écho chez celui qui la regarde. Vous connaissez particulièrement bien l'Italie, tous les visages de l'Italie. Pourtant, vous avez voyagé à travers le monde. Vous avez fait des photos, je pense, par exemple, au recueil sur Palmyre, sur le Mont Athos, et évidemment beaucoup d'autres voyages. Mais vous avez quand même cet attachement très particulier à l'Italie. Qu'évoque-t-elle en vous? Alors d'abord, elle est liée à mes origines, puisque mes deux parents étaient italiens, émigrés pour l'Afrique du Nord. Et je pense que elle est née, cette Italie, d'un rêve de découverte, puisque je l'ai connue ayant immigré à l'âge de 3 ans, d'Algérie, donc, comme je le disais, d'entendre parler par mes parents, par ce qu'elle signifiait dans mon identité, et la peur de s'y confronter. Et je l'ai découverte par l'art. Elle est liée pour moi à plusieurs impressions différentes. D'abord, le sentiment physique d'un pays, comme je peux l'avoir pour l'Inde. Je crois que ce sont les deux pays qui provoquent sans cesse. Je suis allé plus de 20 fois en Inde. L'Italie, évidemment, je ne compte plus. Et dès que vous mettez le pied sur le sol, quelque chose se passe. On ne peut pas l'expliquer. Je crois que c'est à la fois viscéral, bien sûr c'est mental aussi parfois, et puis bien sûr se mêlent les odeurs, les lumières, les sons, les sonorités de la langue, la dynamique des dialectes, par exemple quand vous êtes en Sicile ou à Naples, l'identité très forte de ce pays qui finalement n'a jamais été unifié, encore aujourd'hui. Donc il y a d'abord ça, et puis quand je disais que je l'ai découverte par l'art, c'est ma première passion pour Brunelleschi, de rêver de monter sur la coupole de Santa Maria dei Fiori à Florence, puis ensuite la découverte de Piranesi, qui est un double pour moi. C'est quelqu'un qui m'a appris à franchir le seuil entre le passé, par la gravure, et disons l'Antiquité, et le baroque, qui était son époque, puisqu'il a vécu à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc toutes ces images, ce télescope, elles créent, je l'ai dit, non pas une identité, mais des identités qui deviennent des miroirs.
un peu comme dans un film de Tarkovsky, si vous voulez, ou Nostalgia, hein, qui est un hommage de Tarkovsky, pourtant russe, et grandi ailleurs, et qui va rendre un hommage à ce pays, et que je crois que tout le monde rêve d'accomplir, parce qu'on a tous une part d'Italie en nous. Quand je vois aujourd'hui le succès des villes comme Naples, qui longtemps ont été méconnues, voire méprisées, calomniées, ou la richesse de la Sicile, un palimpseste inépuisable. Les villes du Nord, c'est vrai que j'ai beaucoup appris, mais je ne les vis pas. Ce que je vis intensément, c'est mes étés siciliens, c'est cette ville de Naples que j'aime plus que tout aujourd'hui, malgré ses défauts, et peut-être aussi avec ses défauts. Et puis, c'est la puissance tellurique. Si j'aime Naples aussi, c'est parce que ce volcan qui est très en activité actuellement, enfin, la Solfatara, ce sont des territoires qui, sans cesse, vous appellent à prendre la mesure de l'héritage qu'elles nous ont laissé. Vous dites que les pierres sont vivantes. C'est d'ailleurs le titre d'un de vos livres, Les pierres vivantes. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, ça c'est une très belle histoire. Je suis devenu architecte parce qu'à l'âge de 16 ans, j'ai lu Les pierres sauvages. Et Les pierres sauvages, c'est donc un roman de l'architecte Fernand Pouillon, qui est très beau parce que il se met à la place donc du maître d'œuvre. À l'époque, on ne disait pas un architecte, on disait un maître d'œuvre, de l'abbaye du Toronnet. Et je n'ai eu de cesse de vouloir, quand j'ai lu le livre, voir ce lieu. Or, le lieu était inhabité. Mais il se passait quelque chose. Peut-être le livre avait-il nourri aussi cette richesse de la rencontre. Et avec le temps, mes premières photos, par exemple, mon rêve d'être archéologue depuis mon enfance, puis ma formation d'architecte, les pierres ont toujours été présentes dans ma vie. Je dessinais le cloître de Saint-Michel de Couchat, le cloître roman, à l'âge de 16 ans. C'est pour ça que j'ai pu lire ce livre. J'ai commencé très très tôt mes voyages dans le bassin méditerranéen, en Grèce, en Égypte, en Turquie, etc. Et j'entendais des gens qui disaient, mais tout ça, ce sont des, par exemple, quand vous parliez des ruines, mais tout ça, c'est des pierres mortes. Or, si vous ne voulez pas entendre le langage des pierres, soit vous n'en avez pas les moyens, soit tout simplement vous vous refusez à les écouter. Louis Kahn a dit une phrase magnifique qui dit la beauté de l'édifice qui a été construit. Et il faut pour cela qu'il soit en ruine, parce que son cycle s'est achevé et appelle à être renouvelé. Donc les pierres vivantes, d'abord ça a été l'expérience de mon sentiment, de les entendre, de les sentir palpiter, hein, les pierres, par la lumière, par la chaleur. Et puis ça s'est transformé au moment où j'ai déchiffré les liturgies. Et je me suis rendu compte que tous les grands sanctuaires il leur manquait, dans mes premières expériences, la puissance liturgique. Parce que la liturgie, c'est ce qui rend les pierres vivantes, par exemple par la scène de la dédicace. Hein, quand un lieu n'est pas consacré, ben il faut faire cette scène, il faut oindre l'autel et le faire brûler, etc., etc. Mettre des croix de consécration dans la pierre, comme un sceau de vie, un sceau vivant. Et puis, avec un long travail que je mène depuis 40 ans dans tous les grands lieux de spiritualité du monde, que ça aille du bouddhisme Shingon au Japon, en passant par l'Éthiopie animiste et les grandes processions d'Amérique du Sud, par exemple, au Pérou, il y en a beaucoup d'autres, eh bien, les gens vivent dans la pierre, vivent la pierre. Et la pierre est le réceptacle, au fond, de toutes les aspirations, les quêtes spirituelles, les élans, pas forcément mystiques, c'est un mot qui fait peur, mais disons les élans tout simplement de vivre dans un espace, d'en recevoir des énergies. Pour moi, toute œuvre d'art est vivante. Elle n'est jamais qu'un objet dont on est détaché. Je me suis beaucoup penché sur le syndrome de Stendhal, par exemple, et Stendhal voit des œuvres et il dit une chose essentielle qui fait que les pierres sont vivantes. Il dit qu'au fond, chaque œuvre d'art n'est qu'une projection de nous-mêmes. Et moi, en tant que photographe, j'essaie de capter l'énergie de celui qui l'a faite. Et je la ressens. Elle est cachée, forcément. Elle est, comme dans un poème de Mallarmé, elle est ou dans l'écorce des pierres, ou tout simplement dans des surfaces qui paraissent lisses. Je pense, par exemple, aux sculptures de Michel-Ange, issues des marbres de Carrare. Et Michel-Ange disait, je n'ai fait que libérer l'ange qui est prisonnier de la pierre. Et ben, moi, en tant que photographe, j'ai cette aspiration permanente. Comme si j'allais traduire
une énergie qui n'a pas simplement produit une belle œuvre, entre guillemets, mais tout simplement une œuvre vivante. Je me souviens d'un passage du poème Ulysse de Nicolas Bouvier que j'avais cité lors de l'une de nos conversations, que vous connaissiez aussi par cœur. Caillou ensoleillé de la mémoire et dénombrement des merveilles, quand tu savais vivre de peu, ta vie t'accompagnait comme un essaim d'abeilles et tu payais sans marchander le prix exorbitant de la beauté. J'étais émerveillé quand on avait évoqué ce poème, parce que j'étais venu parler de l'Odyssée, qui est mon livre de chevet. Et je sais que c'est le texte que je mettrai en exergue un jour d'un livre que j'écrirai. Parce que c'est l'évocation, d'abord c'est la richesse des mots de Nicolas Bouvier. Avec Stendhal, c'est vraiment mon Dieu en littérature. C'est pas un littérateur, hein. C'est un écrivain du voyage, mais c'est bien plus que ça. Il avait tout lu, il avait une richesse, il avait une culture immense, il avait été aussi poète, la preuve, dans du dehors et du dedans. Et pour moi tout sonne. Cailloux ensoleillés de la mémoire, c'est d'abord l'idée du caillou, c'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, de quelque chose qui est concentré, éphémère, qui ne coule pas dans le temps, ensoleillé évidemment, la mémoire. Et puis la dernière phrase, voilà. Tu payais sans marchander le prix exorbitant de la beauté. Et moi qui crois beaucoup que la beauté sauvera le monde, je me dis qu'il est indispensable de prendre la mesure sans cesse de ce prix. Certes, il est exorbitant, surtout dans nos époques malmenées, nos époques où règne souvent le cynisme, ou la complaisance dans la laideur, par la violence, par la mort. Et en fait, la beauté, c'est aussi tout simplement dans la quête d'harmonie, une quête de transcendance. Parce qu'elle nous éclaire, elle nous illumine de l'intérieur. Elle nous donne le sentiment qu'elle n'est jamais loin. Alors que parfois, on a tendance à l'oublier. Et Bouvier, dans tout son parcours, il montre aussi la solitude d'Ulysse. Et il parle aussi du souvenir, du bruit dans les oreilles, du bruit du bateau. C'est une poésie extrêmement visionnaire. C'est ça que j'ai toujours aimé chez lui. Et quand j'ai découvert qu'il avait écrit sur Ulysse, évidemment c'est une interprétation, hein, il n'est pas du tout fidèle au personnage que Homère décrit et invente ou transcrit. Il y a celui de Joyce, enfin il y en a plein d'autres. Il y a évidemment le poème donc du Bellay sur Heureux qui a fait un beau voyage. Pour moi, il n'a pas du tout fait un beau voyage. Il a fait juste le voyage de la vie, c'est tout. Il s'est lancé sur les routes et il a été souvent contrarié. Et donc, dans ce poème, Ulysse, Bouvier, Nicolas Bouvier, son Ulysse est désœuvré, et donc il n'a plus qu'une chose à faire, c'est d'aller chercher, d'aller puiser au plus profond de lui-même tous ces cailloux ensoleillés de la mémoire. Et pour un photographe, avec la rapidité avec laquelle notre société évolue, il n'y a rien de plus beau que de tomber sur une vieille planche contact d'une photo oubliée. Et c'est ça, les cailloux ensoleillés, je pense. C'est une rencontre de lumière qui, à un moment, a scellé un moment qui n'a pas de prix, qui est un prix exorbitant, parce qu'il ne se renouvellera plus jamais. Votre idéal de bonheur terrestre? La jubilation de l'instant. Vos écrivains favoris? Alors, je crois que dans l'absolu, c'est Stendhal. Vraiment, j'ai eu une histoire d'amour avec lui en composant son musée idéal et j'aime tout de lui. Mais j'aime aussi ses faiblesses. J'aime ses répétitions. Et j'aime surtout avant tout sa sensibilité. Votre devise? Ma devise, de plus en plus, vive l'instant présent. Merci beaucoup, Ferrante Ferranti. Merci à vous.